Bonsoir à tous et bienvenue à ce programme, le Talk de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Vous le savez, nous vous faisons apprécier dans cette émission les compétences de personnalités africaines, des compétences avérées, pour vous permettre de voir comment est-ce qu'elles agissent dans le développement de l'Afrique, dans la marche de l'Afrique vers son développement. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons M. Mactar Sylla, qui est le président directeur général de la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Vous connaissez maintenant le slogan, mais nous allons parler justement des médias, du rôle des médias dans le développement de l'Afrique. Bonsoir, M. Mactar Sylla. Bonsoir, Georges. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes en début d'année, c'est la période des vœux. Nous vous souhaitons une très bonne année 2019. Merci beaucoup. Excellente année à vous tous et à tous ceux qui nous regardent, à leurs familles, partout en Afrique et dans le monde. Il faut dire que vous êtes une personnalité bien connue dans le monde des médias, en Afrique et ailleurs. Alors qu'au départ, rien ne vous prédestinait à cela. Oui, je suis un peu peut-être comme Obélix qui est tombé dans la soupe. Je suis tombé dans la soupe audiovisuelle au début de ma carrière. Tout simplement parce que j'étais un angliciste et qu'à l'époque il fallait le journal télévisé en anglais au Sénégal, à l'époque de la Confédération de la Sénégambie. C'était à quelle période à peu près? C'était en 1982. J'ai démarré effectivement le 2 juin 1982. Ah oui, c'est bien précis. Oui, donc voilà, et j'étais arrivé pour un entretien aux alentours de 16 heures. Et le directeur général de l'époque, M. Marcel Dion, me dit d'aller voir le directeur de la télévision, M. Pathé Faldié, après l'entretien. Donc j'arrive, M. Pathé Faldié me dit non, vous n'allez pas repartir, il y a le journal à 19h, vous allez le faire. En anglais? Donc, absolument, en anglais. Donc voilà, avec les gens de la rédaction à l'époque, tout ça, ça a dû être peut-être une catastrophe. Mais je n'avais jamais vu une caméra d'aussi près et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Qu'est-ce qui vous a marqué ce jour-là? Mais c'était étonnant d'abord, entrer dans une maison de télévision comme ça, à l'époque où c'était de très grosses caméras, il y avait beaucoup de monde dans la régie, partout. Et également le fait vraiment de pouvoir faire confiance à quelqu'un comme ça qui débarque, qui arrive et de le plonger aussitôt à l'antenne. Et peut-être que c'est à partir de là, effectivement, où partout dans ma carrière, j'ai essayé de donner la chance à des gens qui n'ont jamais fait de télévision en leur appliquant la même formule. Et vous avez été séduit par la télévision ce jour-là? Enfin, peut-être pas forcément, parce que après, il fallait prendre ses marques. Vous savez, quand vous êtes là en train d'être regardé par des millions et des millions de gens un peu partout, que vous en êtes à vos débuts, ça peut être problématique. Et le track, quoi qu'on dise, quel que soit le nombre d'années qu'on a fait, a fortiori lorsque l'on démarre, il est là, il est intact. Il faut dire que vous veniez de faire votre doctorat en anglais. Oui, j'ai fait un doctorat en anglais parce que en fait j'ai fait les classes préparatoires aux grandes écoles, Hippo-Cagne. Ensuite un doctorat en anglais et je suis également juriste de formation. Et c'est là également, j'ai commencé effectivement à faire le journal télévisé en anglais, mais très rapidement on m'a demandé de monter le service des droits d'auteur, qui est devenu le service juridique, avant d'être également le département des affaires internationales. Et parlant français, anglais et allemand, je me suis retrouvé comme ça, propulsé à la tête d'un département assez jeune. Parce que quand vous arrivez à 26 ans, dans une maison qui avait ses pratiques, etc. Mais je pense qu'avec l'aide des uns, des autres... vous êtes entré et vous n'êtes plus ressorti? Je suis entré, je ne suis plus... Depuis que je suis en tout cas dans la soupe audiovisuelle, de la communication en général, depuis que je suis ressorti, quoique j'ai gardé quand même un pied dans l'éducation, dans l'enseignement. Puisque j'ai enseigné pendant 10 ans à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et également, j'ai continué après à donner quelques cours, séminaires, notamment pour le droit de la régulation, également pour le master professionnel de management international des médias à l'École supérieure de journalisme de Lille. Et également ici au Gabon, à l'UOB, pour le master de communication dirigé à l'époque par le professeur Daouda Mougiama. Alors, on est obligé de condenser toutes ces nombreuses années en quelques minutes. À quel moment vous vous êtes retrouvé sur TV5? Après le sommet de la francophonie de Chaillot. Donc, je pense que c'était en 92. Voilà, où je me suis retrouvé à TV5. Et voilà. En tant que directeur? En tant que directeur pour l'Afrique, effectivement.
à l'époque, sur suggestion de Robert Stéphane, qui était l'administrateur directeur général de la RTBF, donc Belgique, et de Patrick Imos, qui à l'époque était le président et qui est un ambassadeur de France. Et quel était le challenge à cette époque mais à l'époque, TV5 Afrique? Vous savez, ce n'est pas pour rien que les gens appellent les antennes des antennes TV5. À l'époque, il n'y avait que de grosses antennes de 3,10 mètres, de 3,70 mètres, qui étaient dans certaines villas cossues un peu en Afrique, etc., ou dans certaines institutions. Donc nous avons véritablement, comme je le disais à l'époque, nous avons accéléré et permis à l'Afrique d'accéder à la citoyenneté satellitaire. TV5 a été au départ de la banalisation de la réception satellitaire en Afrique. Et ça, c'était une aventure extraordinaire parce qu'à l'époque, pour trouver un satellite qui couvrait toute l'Afrique en permanence, il a fallu chercher très longtemps. Et c'est un certain Irlandais qui s'appelait Jim Hodgetts, que Dieu ait pitié de son âme, qui nous a quittés maintenant, qui était un aîné, avec son aide et avec Patrick Imos, que nous avions pu dénicher un satellite soviétique stationnaire 12, qui était à orbite inclinée et qui était pour une utilisation au départ militaire. C'est comme ça que nous avons commencé à couvrir l'Afrique. Et avec l'aide du Canada, du Québec à l'époque, nous avons pu progressivement, et du président Abdou Diouf qui s'était beaucoup impliqué dans ce projet, et de Mme Catherine Tasca, qui était la ministre de la Communication du président Mitterrand, nous avons pu effectivement, progressivement, faire entrer TV5 dans la réalité, dans le paysage audiovisuel africain, comme une sorte véritablement de figure de proue qui a permis non seulement la réception, mais également qui a aidé beaucoup dans la structuration de la production audiovisuelle en Afrique. Aucun film ne se faisait à l'époque sans nous, aucune grande série. Justement, avec quel contenu? Donc voilà, au départ, quand j'arrivais, c'était... il y avait, je pense, nos amis suisses qui nous permettaient d'avoir 1h52 minutes hebdomadaires à une heure très tardive de la nuit ou du jour, ça dépend, mais en tout cas très tard, dans des cas où les gens dorment plus tôt que de regarder la télévision. Il a fallu progressivement assurer une montée en puissance de l'Afrique. Nous en sommes arrivés à des décrochages le vendredi, jusqu'aux résultats que vous pouvez voir maintenant, avec des Africains qui sont à l'antenne et tout. Et souvent, je le rappelle très souvent, en disant qu'aujourd'hui, celle qu'on considère comme étant la meilleure animatrice de France, Karine Le Marchand, eh bien, c'est moi qui l'ai recrutée. Sa première prestation à la télévision, c'est par ma décision. Et vous n'êtes pas resté pour autant à TV5, vous êtes parti? Oui, je suis resté 6 ans. 6 ans dans une institution internationale, c'est beaucoup. Lorsque vous êtes dans le multilatéral, surtout lorsque il y a à l'époque plus de 50 et quelques pays, où chacun peut avoir la prétention d'envoyer un de ses nationaux, etc. Et également, je me suis dit qu'il faut que aussi les Africains apprennent, lorsqu'on est dans des positions dites de pouvoir et de prestige, de partir de nous-mêmes, plutôt que de nous faire éjecter. Et également, il faut dire que c'est vrai, j'ai été également pisté par un cabinet de chasseurs de tête, Egon Zender, qui était en Suisse, et qui m'a mis en relation avec la société World Space à l'époque. Ouais. Mais vous êtes parti avec la satisfaction d'avoir mis le train sur les rails? Non, je pense, sans faire de l'autosatisfaction, mais je crois avoir contribué autant que je pouvais dans un contexte à l'époque qui n'était pas aussi évident que ça. Alors aujourd'hui, quel regard, quand vous regardez TV5 aujourd'hui? Non, je pense que TV5, 26 ans maintenant, au 25e anniversaire, TV5 m'a invité partout dans les manifestations qu'ils ont célébrées, et je leur en suis gré. Et je pense que c'est cette forme de reconnaissance et la reconnaissance d'un travail qui a été accompli avec d'autres acteurs, avec beaucoup de producteurs africains, avec des responsables de radio et de télévision, dont vous. Et donc, c'est grâce à ça que nous avons pu, je pense, véritablement permettre à l'Afrique d'oser et de sortir un peu de ce que j'appelais le paria du village planétaire, qui était l'un de mes premiers ouvrages en 1994, et prendre sa place dans ce paysage audiovisuel-là, avec des contenus pertinents, originaux. Et je pense que nous avons quand même pu bouleverser la donne, parce qu'il y a quelques années, il était impensable de voir un programme africain sur une chaîne de télévision en France, c'était inimaginable. Aujourd'hui, je pense que l'Afrique fait la une dans beaucoup de domaines. Ok. Alors, vous vous retrouvez à World Space. Là-bas, on parle de radio satellitaire. De quoi s'agit-il? Voilà, c'est une radio numérique par satellite. Vous aviez à l'époque... Déjà à l'époque? Oui, déjà à l'époque. Vous preniez, c'était en 98, on pouvait recevoir les chaînes de radio qui étaient à bord, donc un peu partout, en Afrique, en Europe, avec véritablement une radio qui avait une antenne qu'il fallait orienter d'une certaine manière. Mais à l'époque, c'était véritablement révolutionnaire. Aujourd'hui, lorsqu'on le raconte, ça peut avoir quelques aspects gothiques. Mais à l'époque, c'était pas du tout évident, vraiment, de pouvoir écouter de la radio de n'importe quel pays africain qui était dessus, un peu partout dans le monde. Et c'est Noah Samara, qui est également un grand visionnaire, qui est un Américain, mais d'origine soudanaise et éthiopienne,
avec l'appui donc de M. Merhan Hamouda, qui est un des grands richissimes africains, qui ont cru en ce projet, où ils ont injecté beaucoup d'argent. À l'époque, le budget de World Space dépassait de 2 ou 3 ou 4 fois le budget des États africains. Ouais. Et comment est-ce que les Africains ont réagi? Comment est-ce qu'ils ont trouvé ce projet-là? Et comment est-ce qu'ils ont utilisé justement ce nouvel objet qui entrait dans leurs habitudes? Oui. Disons que dans le business plan qu'ils avaient fait, et je leur disais, ils pensaient que ce serait par l'Afrique du Sud que tout se passerait, parce qu'il y avait un niveau de vie, il y avait... Quand on prend les statistiques traditionnelles, les données macroéconomiques traditionnelles, on a tendance à croire ces choses-là. Mais la réalité a été autre. C'est dans des pays comme le Burkina, comme le Sénégal, comme d'autres pays, le Niger, etc., où les choses se sont précipitées. Et je voudrais également, de ce point de vue, rendre un hommage à Sidi Lamine Niasse, qui était le président directeur général de Walfadjri, qui a été l'un des tout premiers à être dans ce système, qui y a cru, et qui est un grand monsieur de la communication en Afrique. Et on vous a vu présenter justement ce système-là à différentes occasions aux Africains. Mais vous n'y êtes pas resté non plus. Vous êtes parti encore. Oui, je suis parti parce que j'ai eu une autre... Vous savez, quand vous êtes... j'ai eu, je pense, l'avantage d'avoir fait le public, le privé, national et international. Je n'ai jamais été un fonctionnaire. Quoique, bon, mon père était un fonctionnaire, je n'ai rien contre les fonctionnaires, mais c'est peut-être mon destin, c'est comme ça. Et quand vous êtes dans ces types de positions, il faut toujours essayer de faire autre chose. Une fois que vous avez une mission accomplie, là-bas, je pense que je suis resté 3 ans à peu près, mais j'ai également eu, parce que nous avions des bureaux au Kenya, et au Kenya, j'ai été approché par Africa Online, qui était à l'époque le leader de l'Internet en Afrique, au début vraiment. Vraiment au début. Voilà. Et qui avait d'ailleurs un bureau à Abidjan, à la Tour Alpha 2000, et qui voulait donc un directeur régional pour s'occuper un peu de toutes ces questions-là. Donc je suis allé au Kenya. Et du Kenya, je m'occupais également de l'Afrique francophone et je passais en moyenne 10 jours par mois sur Abidjan où on avait véritablement une grosse infrastructure sur 2 niveaux. Donc, d'ailleurs, à l'époque, je croisais le patron de NSIA qui en était également à ses débuts et tout. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai rejoint donc Africa Online, où je suis également pas resté très longtemps parce qu'il y a eu des appels du pied du président Abdoulaye Wade. Et là, vous êtes revenu maintenant voilà, je suis revenu, à la télé, à la télévision, voilà, à la RTS. À la RTS, c'est ça. En tant que directeur général. En tant que directeur général. Et là-bas, comment ça s'est passé, cette aventure? Ben, c'est une aventure exaltante. Je crois que beaucoup de Sénégalais vous portent... Parce que quand on a fait autant de choses dans le privé, qu'on revient dans le public, des fois, on a l'impression de tomber sur une patte. Oui, mais vous savez, à des moments, quelquefois, il faut faire œuvre patriotique et essayer de transmettre ce que l'on a pu acquérir par ailleurs dans son propre pays et dans son métier. De multiples raisons de parenté notamment, puisque Abdoulaye Wade a été éduqué en très grande partie par mon père. Donc je ne pouvais pas ne pas répondre à son appel et à l'appel du Sénégal pour montrer que ce n'est pas seulement la recherche de postes de prestige au niveau international, et j'ai voulu véritablement venir apporter ma pierre à l'édifice. J'ai pu faire ce que j'ai pu faire et puis voilà. Et il fallait donner au service public des lettres nobles, j'allais dire. De noblesse, oui, oui. En tout cas, en 100 jours, nous avons changé l'habillage, les slogans et tout. Et je me réjouis que jusqu'à présent, d'ailleurs, ces slogans soient repris. Le public, notre raison d'être, etc. Et que beaucoup de choses qui avaient été initiées et qu'aujourd'hui également, beaucoup de gens à qui nous avions donné leur chance en recrutant près de 150 jeunes soit aujourd'hui au poste de commande, et je pense que cela veut dire que nous avions la vision qui était appropriée avec le Smart 21, qui était la stratégie pour les moyens audiovisuels, c'est une stratégie avec des moyens audiovisuels pour la RTS au XXIe siècle, avec 21 mesures clés et phares. Et donc voilà, ça s'est fait, et puis je crois que c'était une très belle expérience. Alors il faut dire aussi que c'est l'occasion de parler de ce que les gouvernements mettent dans le service public de radio et de télévision. C'est pas toujours très évident. Oui, oui, absolument. C'est pas toujours les sommes qu'il faut. Vous en savez quelque chose, vous avez été le directeur général de la radio-télévision ivoirienne, qui est d'ailleurs à meilleure enseigne que la plupart des télévisions africaines et des radios-télévisions africaines. Notamment le Cameroun aussi a telle bonne enseigne, certains pays anglophones aussi. Et je l'ai toujours dit, je pense qu'il faut véritablement, de la même manière que l'on finance la santé, que l'on finance le transport, que l'on finance l'éducation, il faut financer le secteur de la communication publique. Et même quelquefois privé, en accordant effectivement quelques facilités. Et là, effectivement, il fallait, dans certains pays, il y a un système de redevance basé sur l'électricité, d'autres sur la fiche de paie. Il y a 4000 possibilités aujourd'hui. Mais il est fondamental, véritablement,
qu'à partir du cahier de charge, des missions qui sont assignées à la radio-télévision publique, que des moyens soient dégagés de manière claire, de manière transparente, et que tout le monde puisse s'y retrouver. Mais très souvent, les gens rechignent, ou les gouvernements rechignent à le faire parce qu'ils disent que dès l'instant où les gens vont donner une contribution financière, ils seront plus regardants. Il y a des choses qui ne seront plus possibles. Il faut donc cette mutation du service qu'ils appellent de la télévision d'État, de la radio d'État, à la radio et à la télévision de service public, où tout le monde s'y retrouve. Et c'est ça, je pense, l'un des challenges. En tout cas, je suis un militant fervent du financement garanti, régulier, indexé du service public de l'audiovisuel. Ok, on va revenir justement tout à l'heure sur le service public. On va continuer de vous suivre dans les différents postes que vous avez occupés. Et puis vous êtes retrouvé maintenant, après le Sénégal, au Cameroun. Oui, voilà, je me suis retrouvé au Cameroun avec des amis, des frères qui sont des Camerounais anglophones, la famille Moukete. À l'époque, quand j'étais à TV5, ils avaient voulu dès le départ être véritablement ceux qui transportent la chaîne TV5 en étant des anglophones. Et je les ai beaucoup appuyés à l'époque pour que cela puisse se faire. C'est des gens vraiment, une famille d'entrepreneurs très sérieux. Leur père d'ailleurs a été le premier ministre de la communication du Nigeria à l'époque. Il a été jusqu'à présent, je pense, en tout cas jusqu'à récemment, 1 an, 2 ans, le PCA de Camtel. Il est sénateur aujourd'hui, donc vraiment une famille brillante, de gens bien éduqués, civilisés et tout. Et quand j'ai quitté donc la radio-télévision sénégalaise, ils m'ont dit de venir passer quelques jours avec eux, etc. Puis bon, je suis venu plus tard. En quelle année? C'était en 2002. 2002. Non, mais voilà. Mais moi, je suis parti, je leur ai dit, bon, en 2002, je venais d'avoir ma fille cadette, je dis attendez un peu. Donc, je suis allé en janvier 2002, voilà, en janvier 2003. Donc, ils m'ont redemandé, j'ai fait une semaine, ils m'ont dit non, il faut revenir parce qu'on veut monter des chaînes, etc. Si tu peux nous aider, même pendant 1 mois. J'ai dit ok, d'accord, je reviendrai. Et quand je suis revenu, c'était pas 1 mois, je suis resté au Cameroun pendant 6 ans. Un peu plus de 6 ans, oui, 6 ans et quelques. Et vous avez pu mettre en place... Absolument, voilà, 2 chaînes de télévision, STV1, STV2, qui est devenu aujourd'hui Boom TV. Et qui tient la route. Absolument, qui tient la route. Et je pense que même de manière globale, sur le paysage médiatique camerounais, nous avons influencé beaucoup de choses qui se sont faites. Et certains de mes amis qui étaient dans d'autres chaînes me disaient, mais bon, tu as choisi d'aller chez eux là, mais tu es là pour nous tous, alors tout ce que tu vas faire, on va le faire. Donc je pense que c'est des choses qui sont très exaltantes. Et le Cameroun est également un pays que je porte au fond vraiment de mon cœur, où c'était une très belle expérience d'un pays qui est cette Afrique en miniature, qui a un potentiel extraordinaire. Et la preuve aujourd'hui, ici à Label, c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de Camerounais qui soient ici. Certains m'ont suivi, effectivement. Ouais. Et voilà, je crois que la vie, c'est comme ça. Voilà. Et vous avez tourné, vous avez atterri au Gabon. Voilà. Pas d'abord pour Label. Non, au Gabon, je suis venu, d'abord, c'était pour... en association avec Victor Ndiaye, qui est le PDG de Groupe Performance, qui est l'un des groupes de stratégie management les plus importants en Afrique francophone aujourd'hui. Vous avez contribué à lancer l'émergence. Absolument. Nous avons, avec ce cabinet, donc nous avons mis en place le plan stratégique du Gabon émergent dès 2009. Donc, pour te dire de ce point de vue, le concept d'émergence a été pratiquement bâti ici et repris dans beaucoup de pays, ça c'est clair. Et ça m'a permis vraiment de rencontrer beaucoup de gens d'origines diverses, des Ivoiriens, dont l'ancien directeur général de l'association ivoirienne de raffinage, qui nous a quittés aujourd'hui, M. Mamadou Traoré, M. Thiam, à qui je rends un hommage. Donc, avec d'autres gens, mais vraiment de partout, les Sénégalais, le recteur, beaucoup de gens qui ont aidé avec nos frères gabonais, nos sœurs gabonaises, à faire un plan qui, je crois, véritablement tient la route du point de vue du concept, de la réalité du pays, des potentialités, et qui jusqu'à présent, nécessite une mise en œuvre cohérente, rythmée, ininterrompue. Et également, j'ai eu le privilège dans cette aventure d'être aux côtés du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Il faut dire que le PSGE, le plan stratégique Gabon émergent, est un programme de développement. Vraiment un programme complet. Absolument, c'est un programme complet, tous les secteurs. Et c'est pas seulement de la théorie, et de manière concrète, secteur par secteur. Qu'est-ce qu'il faut faire tous les mois, tous les ans, dans combien ça coûte. Mais vraiment, rarement, je pense que tous les gens qui sont des experts, qui connaissent un peu ce que c'est que le management, la stratégie, se rendent compte qu'il est difficile de faire mieux. Maintenant, la grande question, c'est la mise en œuvre.
c'est un programme qui est en cours, on va dire. Oui. Ouais. Alors, on a parlé d'émergence un peu partout, au Gabon, au Sénégal, il y a le PSE, en Côte d'Ivoire. On peut dire que vous avez inoculé le virus de l'émergence un peu partout. Non, nous étions, les faits sont là, les documents existent, nous étions au début de tout ça. Ouais. Alors, vous êtes toujours au Gabon, et puis vous décidez de créer Label Radio et Télévision. Comment est-ce que cette idée germe? C'est en rapport avec justement le PSG. Vous savez, l'une des premières, parmi les 2 premières mesures des premiers conseils des ministres du régime actuel, c'était l'interdiction de l'exportation des billes de bois et l'instauration d'un groupe multimédia panafricain. Ça tombait bien puisque aujourd'hui on est dans le pays d'Africa numéro 1. On sait également que le Gabon, 3 Télésud qui est devenu Télésud, c'est également le Gabon, qu'il y avait des structures privées qui étaient là. Donc cette velléité dès le départ est très tôt d'affirmer ce panafricanisme. Je suis surpris de voir le nombre de chaînes de radio et de télévision. Oui, absolument. Et c'est ça. Et donc c'était un lieu tout à fait indiqué pour pouvoir effectivement, quand on dit que c'est la patrie d'Africa numéro 1, faire un groupe multimédia panafricain, étant donné également que dans le pilier des Gabon des services, la question numérique était extrêmement importante et au cœur du dispositif, c'était une décision, je pense, politique, gouvernementale extrêmement forte. Donc, on se rend compte que donc, la décision est prise. Jusqu'en 2012, aucun début d'exécution. Donc, lors d'un voyage où le président m'a fait l'honneur de me mettre dans sa délégation au Japon, en allant à la salle de conférence, j'ai dit le jour de l'inauguration, je lui dis, monsieur le président, moi, vraiment, ça me gêne que rien ne soit fait ça, et moi, c'est ma passion aussi, j'aimerais vraiment, moi, essayer. Il me dit, oh bon, ok, d'accord, faut faire. Comme ça, comme je, peut-être qu'il me prenait peut-être même pas tellement au sérieux. Bon, ok. Je suis revenu, j'ai dit à Robert, qui est le directeur de la rédaction, qui était avec moi depuis le début, je lui ai dit, voilà, le terrain que j'ai acheté là, où je disais que je voulais faire une maison, finalement, je ne fais pas ça, je vais faire une radio-télévision. Et alors, vous portez un manteau d'entrepreneur, en quelque sorte? Oui, je pense que j'ai toujours eu cette âme, puisque j'ai fait des va-et-vient entre le public et le privé. Je dis, voilà, il arrive des moments un peu de sa vie où je dis, le groupe panafricain, je pense que mon parcours me permet de fédérer, de pouvoir attirer, d'avoir la confiance de mes pairs, de tous ces gens que j'ai pu côtoyer et qui ont également cette volonté que l'Afrique puisse avoir ses propres outils, développer ses propres médias. Je suis aujourd'hui dans un pays où la volonté politique est claire de ce point de vue. Je me saisis le momentum pour essayer de mettre ce truc-là en œuvre. En démarrant, en me disant, bon, à un moment ou à un autre, bon, peut-être que les choses évolueront, peut-être qu'on me dira, bon, c'est le corps. Mais comme j'ai eu l'aval du président qui me dit, ok, vas-y, bon, voilà, je suis allé, ça a pris le temps que ça a pris, j'ai tout fait ici, j'ai poussé des brouettes, j'ai mélangé le ciment, les images existent, tous ces trucs-là. J'ai tout fait, ça a pris 4 ans, j'ai pas 4 ans et quelques, pour pouvoir mettre tout ça en place avec l'aide effectivement de tous ceux qui ont cru à ce projet. Et c'est ça aussi qui poussait, qui boostait, parce que beaucoup de gens, vous-même à l'occasion, vous êtes venus une fois ici alors qu'on était en chantier, visiter et tout, et vous êtes sortis presque les larmes aux yeux en disant un truc comme ça doit être. Voilà, et c'est tout ça qui m'a donné la force, la conviction que j'étais en tout cas sur un bon projet et qu'il fallait le faire. C'est un projet un peu du cœur. Je ne citerai pas des gens qui sont venus ici, notamment une très grande société européenne, qui a passé près de 4 heures de temps ici avec moi dans ce bâtiment, en me disant, mais on ne comprend pas pourquoi vous avez fait ce truc-là, le retour sur investissement, etc., etc., ça dure et tout, il me parlait des chiffres, etc. Au bout du compte, je lui dis, écoutez, l'investissement, c'est vrai, je vous comprends en tant que société, que votre raisonnement, je le comprends parfaitement. Mais il peut être également affectif, il peut être humain, il peut être professionnel. Et je pense que ce que j'ai fait ici, c'est une sorte un peu de retour et de gratitude envers toute l'Afrique audiovisuelle, et donner également les moyens, puisqu'on sait qu'on a beaucoup de nationalités ici, à ces Africains qui croient effectivement en ce secteur des médias, de pouvoir graviter autour de ce projet et le porter et en faire leur projet. Ce bâtiment, il ne quittera pas, il ne peut pas prendre l'avion, il ne prendra pas le bateau, encore moins une pirogue, il est là. Alors, il y a une particularité, c'est que aucun fil, aucun carreau, rien du tout n'a été posé par un non-africain. Oui, c'est un parti pris. C'est un parti pris, c'est une option. Parce que dès qu'on fait des Africains tout le temps, il faut que... Moi, je crois en l'expertise africaine. Je crois à la capacité des Africains. Si on leur fait confiance, si on les accompagne, si on leur donne les moyens. Nous sommes dans des environnements qui sont très contraignants, qui font que lorsqu'on a un minimum de moyens, on peut faire les choses autrement. Mais c'est le parti qui a été pris, du bâtiment, de l'architecte, jusqu'à l'ingénieur qui a tout intégré. Et là, je voudrais dire, un ingénieur comme ça, Martin O'Malley,
Moi, dans toute ma carrière, je n'en ai pas vu nulle part ailleurs dans le monde, qui commence du sol jusqu'au satellite. Pas seulement dans la conception, mais qui installe tout, que ce soit l'audio, la vidéo, absolument tout, les lumières, tout, avec son équipe et tout. Donc, et dans des délais, mais vraiment raisonnables, jusqu'à la tour et tout. Tout ici a été fait par des Africains. Et j'en suis très fier. Ouais. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques, comment on va dire ça, quelques petites jalousies exprimées, par exemple, de la part du Sénégal ou de certains autres pays? Enfin, il ne devrait pas. Je pense qu'un projet comme ça, des Sénégalais sont là, les Sénégalais nous regardent, nous voient, etc. D'autres pays nous voient, etc. C'est vrai, et nous voulons effectivement, à partir d'ici aussi, développer, faire les mêmes choses. C'est vrai, j'ai bénéficié de facilités ici, notamment d'un système d'exonération au niveau de la douane, de facilités, etc. Comme tout investisseur dans des domaines qui sont sujets des domaines prioritaires. Si d'autres pays sont prêts à nous accompagner de la même manière que le Gabon, pour des installations, on peut ouvrir des bureaux. Et d'ailleurs, nous sommes sur cette bonne voie-là. Ouais. Et nous avons ciblé un certain nombre de pays pour décentraliser et en faire véritablement un projet panafricain. L'Afrique a besoin pas seulement de ce en tant que mais d'outils comme Label et d'autres outils qui nous ont précédés, qui méritent d'être renforcés. On est à l'époque du numérique où il y a, je ne sais pas, des centaines, pour ne pas dire des milliers de chaînes et de signaux au-dessus de nos têtes. Faisons tout pour que nous puissions être présents, parce que ce sont des défis culturels, ce sont des défis économiques, ce sont des défis existentiels. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un moment. On va faire une sorte de retour en arrière pour voir la cérémonie justement qui marquait l'inauguration de la Belle Radio et Télévision il y a un peu plus d'1 an. C'était en compagnie du président Ali Bongo Ondimba qui intervenait non pas en tant que seulement président du Gabon, mais en tant que représentant de l'Afrique. Monsieur le Président, vous avez un vrai panafricaniste chez vous, vous avez un grand Sénégalais chez vous, vous avez un grand travailleur chez vous. Nous sommes fiers que Mokhtar Sylla s'installe ici au Gabon. Merci, Monsieur le Président, de lui avoir fait. Je ne peux pas en ce cadeau parce que pour moi c'est symbolique. Comme l'a si bien dit Mokhtar. Mokhtar est un panafricain nain. Et pour moi, monsieur le président de la République, vous êtes un panafricain nain. Dieu a fait que vos cheveux se sont rencontrés. Mokhtar est venu ici à vos côtés travailler. Donc c'est les Africains qui travaillent pour l'Afrique. Une Afrique qui doit gagner. Monsieur le Président, je profite aussi pour remercier ma femme Aïda, comme on disait, le grand homme de la chose de 30 ans. J'ai voulu juste montrer une facette d'Ismaël Lo pour vous offrir ce tableau qui symbolise l'émergence africaine, l'évolution de la vie. Et je sais que l'Afrique peut compter sur vous. Vous avez un lourd fardeau sur vos épaules. C'est le développement du continent africain. Et ce développement ne doit passer sans
la paix, dans l'unité, dans la transparence. Les Africains ont besoin de voir une Afrique émergente et faire partir aussi aujourd'hui l'Afrique, ce continent, des grands continents, parce que nous sommes le plus grand continent au monde, mais hélas aujourd'hui nous sommes toujours pas en train. Mais l'Afrique, c'est l'avenir, c'est demain. Je prie que pour tous les enfants africains, en tout cas, puisse voir le continent développé, émerger pour tous les Africains. Je vous remercie. Alors, Monsieur Mactar Sylla, après ces quelques images sur l'inauguration de la belle radio et télévision, comment est-ce que vous réagissez le parcours qui a été déjà réalisé, on n'est pas du tout à l'heure du bilan, mais on peut voir le chemin parcouru. Oui, en tout cas, bon, même si nous avons commencé avec du retard pour différentes raisons, etc., par rapport à ce projet, je pense que nous avons atteint une certaine vitesse de croisière. D'abord en nous ancrant comme un véritable groupe panafricain et international. Depuis le 1er mars de l'année dernière, nous sommes sur 6 satellites. Nous sommes la chaîne qui couvre le mieux l'Afrique en termes de satellites et de réception directe. Et ça, c'était une stratégie de positionnement. Également en termes de contenu, il faut le dire, nous sommes à 100% de contenu africain. Pour recevoir la belle partout. On est la seule chaîne qui peut être reçue partout en Afrique. Partout. Sans intermédiaire, sans quoi que ce soit, avec une antenne selon les pays de 45 cm à 60 cm, partout en Afrique et en clair, on peut nous recevoir. Voilà, je pense que le message est bien perçu. Voilà. Maintenant, en termes de panafricanisme, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que cela renferme, selon vous, comme concept? Oui, pour moi, c'est d'abord une vision, un leitmotiv, un credo, une conviction vraiment ancrée en moi. Partout, peut-être c'est lié à mon parcours, ou peut-être déjà même étudiant, où je côtoyais différentes nationalités africaines, etc. Moi, je crois en l'Afrique, je crois aux visions partagées, et je pense que c'est ça qui doit primer sur tout le reste. Autant il y a quelques infrastructures, une superstructures qui sont panafricaines, mais autant je pense que c'est l'Afrique des peuples, l'Afrique de l'économie, l'Afrique de l'éducation, l'Afrique des intelligences, l'Afrique de la diaspora qui doivent aider à construire le continent. Et je me suis dit, dans un projet comme ça, j'essaie de fédérer le maximum d'Africains, les meilleurs Africains autour de ce projet, que je ne revendique pas en tant que propriété personnelle. Je ne suis plus à ce niveau. Quand je dis qu'il faut que les Africains se l'approprient, c'est ça que je veux. La chose est lancée. Elle est lancée. Oui. Moi, je pense avoir fait ma part. Je continuerai à faire ce que je peux faire. Mais le succès de la belle, ce n'est plus Mactar Sylla. Maintenant, il revient aux décideurs africains de... Pas seulement les décideurs, tout le monde. Ça peut être les hommes d'affaires. Et d'ailleurs, à l'inauguration, vous avez vu, il y a des gens qui sont venus. Vous pouvez décider quelqu'un, Pape le maître tailleur, qui m'appuie depuis très longtemps. C'est de la publicité que je peux... C'est pour lui. Et il le mérite. Ahmed Amar, qui met de la publicité sur ma chaîne. Donc d'autres gens, Mansour Guissé qui n'était pas là, beaucoup de gens, des hommes d'affaires qui sont là, qui aujourd'hui peut-être lorsque je tiens, c'est peut-être grâce à eux et à leur concours, Ismaël Lo, ma soeur Koumba Gawlo qui était venue, etc. Donc tout un ensemble de gens et d'autres invités qui étaient là. Il faut que tout le monde se l'approprie, c'est vrai, les décideurs sans doute, les gouvernements sans doute. Avec le grand projet. Ouais. Oui, parce que oui, c'est vrai, et quelquefois c'est vrai aussi, c'est bon, on dit, mais je pense qu'aujourd'hui tout le monde nous connaît quand même, parce qu'on est sur une bonne position sur Canal Sat. La 46 depuis quelques instants, puisqu'il y a un shift global et un nouveau plan de numérotation, mais dans une position qui est une position, j'allais dire, privilégiée. Aujourd'hui, en France, sur la TNT, sur France 7, en dehors de la chaîne berbère qui est à Montreuil, mais pour une chaîne venant d'Afrique, nous sommes la seule chaîne sur la TNT en France, sur France 7 à la 204.
Donc pour toutes ces raisons, je pense véritablement ce projet mérite d'être accompagné pour que nous allions à la vitesse que nous voulions. Aujourd'hui, je peux dire qu'on est peut-être à 15% de ce que nous voulons faire. Parce qu'il faut ouvrir des bureaux régionaux, nous avons des capacités de formation, nous avons des capacités de doublage numérique, nous avons la capacité aujourd'hui de faire 8 chaînes TNT, de faire 4 chaînes thématiques. Tout est déjà installé. Tout est installé. On a vu très grand. Nous avons des moyens pour le spectacle et tout. Mais tout cela, on l'a fait. C'est pour que les Africains croient en leur potentiel, que cela est possible. Ces choses-là, je ne vais pas les transporter sur ma tête, on ne m'enterrera pas avec, etc., etc. Donc, il faut que les gens qui croient véritablement en la capacité de l'Afrique de s'affirmer, d'avoir ses contenus, que toutes ces personnes, toutes ces bonnes volontés-là accompagnent ce projet. Justement, on va le dire, l'Afrique ne peut pas se développer sans de grands médias. Mais absolument, et c'est là où également, vous savez, jusqu'à présent, c'est difficile quelquefois quand vous êtes le complexe qu'on peut avoir vis-à-vis de l'Occident de manière générale. Les déclarations, on pense que c'est en allant sur certaines télévisions occidentales qu'on le fait. On pense que voilà, c'est la science infuse, c'est là-bas. Rien que pour prendre rien que le projet sur la TNT. Aujourd'hui, en Afrique, il y a des compétences, des gens qui connaissent tout ça. La TNT, une fois que vous avez vos budgets, il suffit d'aller acheter et de faire les bonnes installations. Et c'est à titre de pédagogie et de démonstration que j'ai mis 8 chaînes TNT ici dans le complexe dans lequel nous sommes. Je n'en ai pas besoin, je n'ai pas de licence TNT, je ne les opère pas. Mais uniquement dans un but de pédagogie pour que les bonnes décisions politiques, les bonnes décisions d'investissement puissent être prises. Ayons confiance aux Africains qui ont la capacité. Et dans tous les domaines, ce que je dis, l'audiovisuel est valable dans beaucoup d'autres domaines. Il y a des Africains dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Mais il y a le complexe, j'allais dire, des signatures internationales, entre guillemets, etc. Ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Nous avons l'avantage de connaître notre contexte, de connaître nos pays davantage, et d'avoir quelquefois des cursus qui sont supérieurs aux cursus des gens à qui on fait confiance. Justement, il y a un événement très important qui a eu lieu ici au mois de novembre à Libreville, le concours du CAMES. On a eu de grandes personnalités du monde scientifique, du monde médical, qui ont toutes commencé l'école dans leurs différents pays. Oui, mais absolument. Qui sont des professeurs aujourd'hui agrégés. Vous les amenez dans n'importe quel grand hôpital du monde aujourd'hui. C'est des gens qui réalisent des prouesses dans leur environnement contraignant. On voit toutes les choses qui sont en train de vivre, les vies qui sont en train de sauver. Ce qu'on dit des gens du CAMES, des médecins, c'est valable dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il y a des Africains de très grande qualité, des jeunes qui émergent, des gens qui ont de l'expérience, qui démontrent que le capital humain est aujourd'hui une réalité. Sans doute qu'il faut la renforcer, mais qu'il faut que nous ayons confiance à ces Africains-là. Et moi, je suis un militant. Vous sentez que vous êtes entendu? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne me lasserai pas. Il y a des retours? Je ne me lasserai pas de continuer. Oui. C'est pas personnel, c'est pas pour... Mais de manière globale. Moi, je vois de manière beaucoup plus globale. Je vois certains chefs d'entreprise, des gens qui méritent d'être soutenus. Dans un pays où nous sommes aujourd'hui, quelqu'un comme M. Bikalou de Petro-Gabon mérite d'être soutenu. Pas seulement par le Gabon, mais par les Africains. Quand on va dans un pays comme le Sénégal, des gens comme Serigne Mboup, comme Babacar Ngom, comme Mansour Guissé, comme d'autres, effectivement. Quand on va en Côte d'Ivoire, comme le patron de NSIA, etc. NSIA, oui. Ces gens méritent, mais il faut en faire des champions continentaux, pour ne pas dire mondiaux. Il faut qu'il y ait davantage de Dangote. Et c'est possible. Mais il faut qu'on leur fasse confiance. Souvent, on dit, oui, ils ont la capacité. Tous les gens à qui on donne souvent des marchés, etc., il n'y a aucune différence. C'est un a priori qui ne tient absolument rien. Ils vont quelquefois sous-traiter avec nos propres sociétés. Ils vont sur le marché mondial. Vous savez, moi, vous me donnez n'importe quel marché, dans n'importe quel domaine, je peux trouver des gens qui viennent l'exécuter. Et avoir des marchés, dans n'importe quel truc. Des Africains. Qui peuvent l'exécuter. Et si ça fait bonne figure d'avoir des gens qui ne soient pas tout à fait des Africains, etc., et que ça donne confiance, on peut aller les chercher aussi, les payer comme ils font avec nos sociétés. Avec l'avantage que l'argent, que les bénéfices qui seront faits seront dans le pays, dans le continent, pourront être investis, aideront à créer des emplois pour les jeunes, aideront effectivement à moderniser nos infrastructures et aideront à faire pas mal de choses au niveau social, etc., etc. C'est de ça qu'il s'agit. Ok, alors je pense que le message il est bien clair, il est bien perçu. On revient encore sur certaines choses particulières concernant la radio et la télévision. Quelles sont
l'un des gros problèmes aujourd'hui des télévisions, surtout publiques, c'est l'accès aux événements sportifs. On vous a vu prendre part à la rencontre qui a eu lieu au Rwanda l'année dernière, organisée par l'Union des radios et télévisions africaines. Oui, absolument. Je pense que la question, elle a toujours été une problématique, la question des droits et des événements sportifs. Et il y a une sorte de surenchère internationale. Ces événements commencent à échapper à l'Afrique. Bien sûr, et c'est là où je dis, c'est le complexe qu'on a de l'autre. Moi, j'ai le complexe de l'Africain, pas de l'autre. Donc, je pense que sur ces questions-là, effectivement aussi, il faut savoir mesure garder et raison garder. Moi, peut-être le service public, si les États peuvent se le permettre, mais moi, je ne cours pas derrière les événements sportifs. Si j'ai 1 milliard de francs CFA à mettre dans un événement qui dure 1 mois, je préfère le garder, faire démarrer une de mes secondes chaînes sur l'éducation par exemple, recruter une 50aine de jeunes Africains un peu partout, avoir des trucs, et de faire de manière beaucoup plus structurante avec une action et une activité qui va perdurer plutôt qu'un truc actuel. D'autant plus que tous ces événements-là, on peut les regarder sur beaucoup d'autres chaînes. Donc moi, je ne ferai pas la course à l'acquisition d'événements sportifs. Mon challenge, il est ailleurs. Je veux avoir quelque chose de structurant, quelque chose de pérenne. Mais par rapport aux chaînes publiques. Mais les chaînes publiques, c'est également là aussi, il faut qu'ils aient qu'ils constituent une véritable force de riposte. On ne peut plus continuer comme ça. Est-ce que c'est raisonnable de payer 1,5 million d'euros pour un événement quel qu'il soit? C'est 1 milliard de francs CFA. Combien de jeunes peut-on accompagner en donnant 1 million à 1000 jeunes pour qu'ils démarrent une activité? C'est possible, etc., etc. On ne peut plus continuer dans cette surenchère-là pour un événement de 2-3 semaines. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est ma perception. Moi, je ne mettrai pas cet argent. Si je l'ai, je ne le mettrai pas dans ça. Je le mettrai ailleurs. Ok, voilà qui est clair et net. Mais il faut dire aussi que, vous l'avez relevé, l'Afrique a désormais une foule de chaînes de télévision, mais l'un des problèmes, c'est le contenu. Absolument. Le véritable challenge, il est là. On parle du numérique, les trucs, tout ça, les infrastructures, le bâtiment, tout ça, c'est bien beau. Mais c'est le contenu. Parce que les gens, lorsqu'ils sont chez eux, il y a beaucoup de choses, ils ne voient pas tout ce qu'il y a derrière. Hein. Vous avez beau avoir de votre lumière froide, avoir que ce soit des lumières faites en Allemagne plutôt que, je ne sais pas, dans... Oui, mais bon, ça, ce n'est pas le problème. C'est le contenu, c'est l'offre. Et là, certains pays africains l'ont compris. Il y a à peu près 17 ans, lorsque j'étais au Cameroun, nous étions la première chaîne, hors Nigeria, hors Ghana, à diffuser près de 300 films nigérians par an. À l'époque, ça paraissait comme une hérésie sur une chaîne francophone, etc. Mais aujourd'hui, quand on voit le développement de tout ce qui se passe à Hollywood, des chaînes thématiques, etc., on se rend compte que même si on dit, ouais, quelquefois c'est des trucs violents, ce sont des navets, etc., mais qu'il y a une véritable industrie qui est née aujourd'hui au Nigeria, qui est structurée au Nigeria, qui emploie plus de 60 000 personnes, qui s'autofinancent avec des contenus proches dans lesquels les gens, dans lesquels les gens peuvent s'identifier. Et chaque fois, si vous le remarquez, dans tous les pays, il ne faut pas fâcher en Côte d'Ivoire, il y a d'autres séries que je peux citer, mais dans chaque pays où vous avez de très bonnes séries au niveau national, les gens, quel que soit ce que vous leur mettez en face, ils vont regarder leur série avant d'aller regarder autre chose. Donc là, le véritable challenge, c'est le challenge des contenus. Mais les contenus, c'est également des financements. Et ça repose la question du financement du service public notamment, mais également du privé aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien de dire on va vers le numérique, mais et les contenus? Je vous ai dit, j'ai 3-4 chaînes aujourd'hui. On me dit de démarrer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on met comme programmation? Est-ce qu'on fait une chaîne business? Est-ce qu'on fait une chaîne pour les femmes? Est-ce qu'on fait une chaîne sur l'éducation? Qu'est-ce que l'on met? Comment on l'alimente, etc. Donc, il est indispensable aujourd'hui, dans le monde actuel, où il y a une profusion de signaux, que l'accent soit mis sur les contenus originaux, sur les contenus véritablement qui correspondent à nos aspirations. Et pour ça, il faut également des études sur le territoire. Pas les études que l'on fait comme ça pour donner des chiffres, etc. Non, mais qui partent véritablement de notre vécu, qui partent de nos réalités. En sachant que voilà, il faut à tel moment faire des trucs dans les langues nationales, il faut faire des choses dans le truc culturel, il faut faire des choses, y compris même on parlait tantôt du sport. Mais le sport, pourquoi seulement la dictature du football? Je peux dire aujourd'hui, je dis, si des moyens conséquents sont mis et une véritable organisation, une véritable politique de marketing autour d'un truc comme la lutte sénégalaise, elle peut aller à la conquête du monde. Au Sénégal ou au Niger? Pas seulement à la télé. Ouais. Pas seulement à la télé, mais avec des développements et des applications qui peuvent être mobiles, qui peuvent être dans les jeux, que les jeunes utilisent, etc. Il y a une foultitude
d'opportunités qui sont ouvertes. Mais il faut y croire, il faut l'accompagner. Mais très souvent, nous ne sommes pas dans une logique, quand je dis, nos gouvernants ne sont pas dans une logique de structuration d'une industrie culturelle. La radio, la télé, c'est voilà, des outils, des trucs comme ça, qu'on utilise comme ça pour faire de la propagande. Mais ça, c'est fini. Parce que lorsqu'on fait les études d'auditoire, vous vous rendez compte que c'est improductif. Parce que les gens ont le choix d'aller ailleurs. Mais si vous voulez que les gens vous regardent... Et dans certains pays, ils vont ailleurs. Ils vont ailleurs. Mais dans la plupart des pays, ils vont ailleurs, c'est clair. Oui. Oui. Alors donc, je vais vous faire réagir maintenant sur un certain nombre de concepts. On parle de plus en plus de parité politique du genre, homme-femme. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, je pense qu'il ne faut pas aborder le problème comme étant une sorte de charité que les hommes font à tous. Nous sommes vraiment dans des sociétés quelquefois très misogynes où on pense, voilà, c'est des cadeaux qu'on fait aux femmes, etc. Il faut voir que aussi dans beaucoup de pays, dès le départ, elles sont défavorisées par l'éducation. C'est maintenant que de plus en plus, dans beaucoup de pays, effectivement, les femmes accèdent à l'éducation à tous les niveaux. Mais aussi, il faut se rendre compte qu'en tant qu'être humain, et en vertu de tous les principes et de toutes les déclarations liées aux droits de l'homme, etc., elles doivent être en égalité. Dans une structure comme la nôtre, je pense que les femmes sont plus nombreuses que les hommes ici à la Belle TV. Donc, elles ont de la capacité, elles l'ont démontré. Beaucoup de pays l'ont démontré. Le Rwanda l'a démontré du point de vue parlementaire, avec près de, je pense, 66% de femmes qui sont au Parlement. D'autres pays, je pense un peu moins, le Mozambique, la Namibie, le Sénégal, qui a des moments, on était jusqu'à 44, 46, 48%, alors que la moyenne mondiale, je pense, est autour de 22%. Donc, ils démontrent qu'aujourd'hui, que les femmes, lorsqu'elles sont dans des positions de pouvoir, ont toute la capacité, et qu'elles font mieux que les hommes, à conduire les affaires de la cité. Tout simplement également par le rôle naturel de femme, de mère. Dans le foyer, il y a beaucoup de choses rares. Parmi nous sont ceux qui s'occupent véritablement de tout. Si on nous laisse seuls dans la maison avec les enfants, etc., pendant une semaine, déjà, on commence à demander à madame de revenir. Donc, véritablement, donc, ce qui est vrai, il est vrai à l'échelle de la nation. La femme, elle est l'âme et le pivot. Non seulement de la cellule familiale, mais de l'ensemble de la société et dans toutes ses déclinaisons, aussi bien dans l'économie, dans la société de manière... Vous êtes d'accord donc avec le Rwanda, l'Éthiopie? Absolument, je pense que ce sont d'excellentes mesures qui sont en train d'être prises. Et au-delà de trucs, sans les codifier outre mesure, mais qu'on soit dans des sociétés d'égalité de chances, indépendamment du genre, indépendamment du sexe. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la pratique de la politique en Afrique? On voit que, par exemple, les élections, c'est des moments dangereux. On sort toujours des élections avec des morts. Là, les choses sont en train de se crisper un peu au Sénégal. Qu'est-ce que vous en pensez, en tout cas? Non, la politique, vous savez, de manière générale, il y a quelques années, j'avais rencontré le vieux Birago Diop quelques jours avant sa disparition. Il était avec une équipe de France 3, du magazine d'Espace francophone, et il avait donné l'une des rares interviews. À un moment, il disait, hors antenne, il disait, quand dans le pays on dit boule me politique, ça veut dire en Wolof, ne me politique pas, ne me fais pas. Il dit, c'était presque comme une insulte, ça veut dire qu'il y a une image de la politique qui est très dégradante. Pardon. La politique est devenue quelque chose de négatif. Voilà, c'est devenu dans la perception des gens de négatif. Alors que les gens, voilà, c'est ça. Le contraire. Ça doit être quelque chose de noble, c'est s'occuper des affaires de la cité. Mais aujourd'hui, c'est manque de dignité, c'est le mensonge, c'est la roublardise, etc., etc. Il faut, je pense véritablement que aussi nos sociétés et nos dirigeants, de manière générale, acceptent de jouer franchement le jeu. Lorsqu'on est sûr de ce que l'on fait, de ses résultats, on y va franchement, carte sur table, et on défend non seulement son bilan, mais on défend les perspectives que nous pensons devoir être celles qui doivent être conduites dans les pays respectifs. Donc il faut absolument, je pense aussi, que cette classe de politiciens ne prenne pas en otage tout un peuple. Si on prend les politiciens dans n'importe quel pays, ils ne font pas plus de 5%. Et là, je suis très large de l'ensemble des gens. Les gens qui ont leur carte dans un parti, qui militent, etc., ils ne sont pas plus de 5%. Ils ne peuvent pas, au gré de leurs intérêts personnels, mettre comme ça un peu en péril l'avenir de toute une nation. Et puis on ne peut plus pratiquer la politique aujourd'hui comme on le faisait il y a quelques années. C'est clair, c'est évident. Aujourd'hui, les générations, voilà, c'est ouvert, c'est les générations New Tech, etc., tout ce qui se passe dans un pays aussitôt. Tout à l'heure, il y a eu une information de taille qui a été donnée, mais on a vu des explosions de joie, des trucs, etc. Tout. Mais donc, c'est instantané. On est dans le domaine de l'instantané, où beaucoup de choses ne peuvent plus se cacher.
Et donc, véritablement, je pense que si c'est ça et que ça doit être quelque chose de noble, il faut absolument... Mais ça, c'est peut-être une démarche et une truc assez vertueuse. Mais la politique restera ce qu'elle est. Parce que c'est entre les gens qui veulent le pouvoir et les gens qui veulent y rester, c'est quelquefois une lutte à mort. Et souvent, un des chroniqueurs de TFM que je regarde souvent, Charles Vaille, dit il faut de l'élégance dans ce truc-là. Il faut de l'élégance. Parce que tout ça finit par... Ça va finir un jour ou l'autre. Absolument. L'essentiel, c'est que ça finisse bien. On reste dans l'actualité politique. Vous parlez de l'acquittement de Laurent Gbagbo. Oui, absolument. Nous l'avons appris aujourd'hui en même temps que tout le monde. Mais moi, sur la question de ces pays, je ne veux pas dire que j'ai la même position que les Américains qui, depuis 2002, le traité de Rome, ils ne le respectent pas tellement. Cette un peu institution à, comment dire, compétences universelles, etc., mais très choisie, puisque sur, je pense, 11 cas et situations en dehors de la Géorgie, les 10 autres, ce ne sont que des Africains. Véritablement, je crois que nous pouvons régler beaucoup de nos problèmes entre Africains, entre nous-mêmes. Vous avez dit vous croyez en Afrique, vous croyez dans les hommes absolument. d'Afrique. Il y a des compétences. Nous avons des hauts magistrats, nous avons des juristes émérites. Nous avons eu des Africains dont le juge Kéba Mbaye qui a été vice-président de la Cour internationale de justice à La Haye. Aujourd'hui, dans beaucoup de juridictions, y compris nationales, internationales, sous-régionales, qui, j'en suis sûr, en se basant sur nos valeurs, sur notre culture, sur notre mode de règlement de conflit. Parce que dans l'Afrique traditionnelle, ça existe. Dans le village, où des sanctions peuvent être prises, allant jusqu'au bannissement, etc. Le président Houphouët-Boigny disait qu'en Afrique, il n'y avait pas, en tout cas dans sa région, le mot prison n'existait pas. Oui, absolument. Ouais. Vous pouvez être là dans la société, on peut vous punir. Il y a des choses qui se règlent au corps de garde, d'autres sous l'arbre à palabre, etc. Je pense qu'en les modernisant, en ayant puisé sur tout ça, sur la science que nos jeunes étudiants, nos universitaires, nos juristes, nos juges, etc., nous pouvons trouver des mécanismes, des garde-fous, des équilibres qui permettent effectivement de régler nos problèmes entre nous. Quelquefois, l'intervention de tiers, de pays amis autres, ils peuvent venir et régler une situation. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, ça fait 8 ans, on l'a pendant 8 ans. Le plus important, c'est quid après? Est-ce qu'on va vers une Côte d'Ivoire réconciliée? Est-ce qu'on va vers une RDC réconciliée? Est-ce qu'on va dans des pays qui sont aujourd'hui véritablement dans des environnements qui permettent d'aller vers cette émergence que tout le monde appelle de tous ses voeux? Parce que l'émergence, c'est le développement, c'est l'amélioration du sort de nos populations, c'est le partage, c'est la prospérité, c'est une santé pour tous, c'est l'éducation garantie pour les enfants, etc., etc. Donc tout ça, si on aspire à cela, ça ne peut pas se faire sans la paix. Ça ne peut pas se faire sans la conciliation, ça ne peut pas se faire sans le dialogue. Je passe un peu du coq à l'âne. La francophonie, je sais que vous en avez parlé un peu tout à l'heure quand on parlait de TV5. Que représente pour vous la francophonie? Non, moi, c'est un espace de coopération à la fois culturel, économique, un espace également linguistique pour beaucoup de pays où s'il n'y a pas le français, ils ne peuvent pas se comprendre entre eux. Et donc, je pense que c'est un espace qu'il faut, j'allais dire, consolider, qu'il faut élargir, où les Africains prennent davantage leur place, mais également qui permettent aussi l'expression des particularités africaines. Et donc, voilà, je pense que c'est, à l'instar d'autres communautés, je crois beaucoup, effectivement, à tous ces cercles concentriques, etc., à tous ces espaces qui, les uns dans les autres, permettent à l'Afrique de trouver des solutions à ces problèmes. En ayant également à l'esprit que l'Afrique, comme tous les autres pays, ce sont des États qui ont des intérêts. Et ça, ce sont nos cousins français qui nous l'ont appris. Vous l'avez dit, vous croyez en Afrique, mais est-ce que vous êtes satisfait du niveau de développement des pays africains? Non, absolument pas. Lorsque vous avez des femmes encore qui, pour aller délivrer, on les met sur des charrettes, lorsque vous avez des endroits où ils n'ont pas d'eau, ils ne savent pas ce que c'est que l'eau potable, des endroits encore dans le continent où les gens ne savent pas ce que c'est que l'électricité, alors que nous, on est dans le confort de nos climatiseurs, etc., et de nos lits douillés. Vous ne pouvez pas être satisfait. Lorsque vous avez des jeunes qui sont là, désœuvrés, dans la rue, qui partent leur journée, soit à boire du thé, soit à essayer de traverser la Méditerranée, vous ne pouvez pas être satisfait de ce degré de développement. Alors que l'Afrique a toutes les richesses. Toutes les richesses, en termes de richesse, il n'y a pas un continent plus riche que l'Afrique. Nous avons des problèmes de gouvernance, nous avons des problèmes de vision, nous avons des problèmes de leadership et de mise en exécution et de contrôle et d'équilibre. Cela veut dire que vous avez des vœux. Nous sommes en début d'année. Oui, absolument. Vraiment, moi, je souhaite qu'une Afrique renforcée, une Afrique mûre, surtout c'est une année où il y aura beaucoup d'élections, une Afrique qui vit dans la paix,
parce que sans la paix, rien n'est possible. Aucun programme ne s'appliquera, fût-il le meilleur, dans un contexte où la paix n'existe pas. Donc la paix des cœurs, la paix des esprits, et également beaucoup de vœux pour les femmes africaines qui sont braves et pour la jeunesse africaine. Et j'ajouterai le développement des médias. Absolument. Pour accompagner le développement absolument, c'est une composante des médias, c'est un secteur transversal. Aucun secteur ne peut se développer à cadence, j'allais dire, acceptable sans l'implication des médias. Voilà. Merci beaucoup, M. Mactar Sylla. Vous l'avez suivi, vous avez entendu. Nous avons essayé de comprimer beaucoup de choses en une heure. C'est un exercice qui n'est pas toujours évident, mais nous pensons qu'il fallait faire cet exercice pour, j'allais dire, remobiliser les troupes, faire comprendre à tous que les médias, c'est très important, et que la politique, justement, il faut la pratiquer avec un certain nombre, peut-être avec des gants, en faisant en sorte que le souci majeur soit l'amélioration des conditions des populations africaines. Merci beaucoup de votre aimable attention. Nous sommes restés ensemble et nous allons le continuer dans un prochain numéro de cette émission que vous appréciez bien, le Talk, et qui présente un certain nombre de compétences africaines qui accompagnent le développement de l'Afrique. Au revoir.